Voilà, je ne vais faire que poursuivre le propos d'Éric July parce que finalement il a dit beaucoup de choses et je reconnais moi dans la pratique que j'ai pu avoir journalistique à peu près tout ce qui a été dit dans à peu près tous les cas de figure. Euh, le journaliste face à l'événement, théoriquement et originellement, le journaliste fait d'abord attention à l'humain et s'intéresse aux faits après. Aujourd'hui, c'est totalement faux. On a eu une profession qui a vu une accélération du temps ou un raccourcissement du temps de manière extraordinaire. Alors pour la France, on peut le dater, hein, c'est l'arrivée de France Info dans les années 80 qui a complètement changé la manière de faire. Avant, vous aviez l'écrit qui sortait le lendemain matin, vous aviez la télévision qui avait un rendez-vous à 20 heures, vous aviez la radio qui avait un rendez-vous à 8 heures du matin ou à 7 heures, quoi. Les journaux du matin, le journal de la mi-journée, le journal du soir, ce qui laissait le temps à l'information de se... d'abord aux journalistes de travailler, à l'information de se constituer, d'être un peu digéré avant même d'être envoyé. Aujourd'hui, je ne vous fais pas la peinture de ce qui se passe avec les nouveaux médias, et je dirais le Twitter qui est la forme ultime, mais la multiplication des organes de presse qui font de l'information continue. On voit tous le spectacle des paraboles qui arrivent sur n'importe quel événement et des journalistes en plateau avec un micro qui racontent ce qu'ils peuvent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un journaliste qu'on envoie sur un événement, il faut déjà qu'il commence à relater avant même d'être arrivé sur place, parce que c'est ce qui se passe, et donc ça devient extrêmement dangereux. Mais ça, on ne peut rien y faire. Alors il y a une autre notion qu'il faut qu'on comprenne aussi, c'est que l'événement national n'existe plus. La viande de cheval à la place de la viande de bœuf, c'est un événement européen, et toutes les crises dépassent largement les frontières, et vous vous retrouvez avec des journalistes qui n'ont pas du tout la même culture, pas du tout la même formation, pas du tout la même manière de travailler, qui se retrouvent à traiter le même sujet. Et si dans un pays on traite d'une manière, dans le pays d'à côté on ne va pas du tout voir les choses de la même manière. Et je plains la pauvre société Spanghero, sans parler des rugbymen qui ne sont plus derrière, mais dont le nom est encore là. Mais je plains la société Spanghero aujourd'hui parce que elle n'a plus qu'à changer de nom et à changer de raison sociale parce que c'est fini, quoi. Et effectivement, personne ne s'est intéressé aux boucheries chevalines qui vendent du cheval et avec des clients qui se portent très bien. Et finalement, est-ce que c'était pas plus mieux de mettre du cheval que du bœuf en dehors de l'éthique? Voilà, ça, on aurait pu se poser la question. Mais à la limite, la question qui s'est posée ici, et certains l'ont fait, s'est posée dans d'autres pays où on mange très couramment du cheval et où certains se disent mais de quoi parle-t-on? On est allé vers du mieux que vers du plus mal. Et donc les journalistes aujourd'hui sont confrontés à un problème, c'est qu'il n'y a plus le temps d'y aller, d'aller gratter et ainsi de suite. Et donc effectivement, c'est la communication qui fait l'agenda. Je ne parle pas de la communication des politiques parce que quand ils sont là, c'est trop tard. Mais déjà la communication des entreprises quand les entreprises ou des gouvernements quand les gouvernements sont en cause. Ça, je dirais, ça atténue tout, tout l'exercice de la profession journalistique. C'est-à-dire que gratter n'existe plus. Si, on gratte du papier pour le remplir, mais gratter pour obtenir la bonne information, il y en aura toujours, mais qui n'arrive qu'en deuxième rideau. Et aujourd'hui, on se retrouve devant le fait suivant. Si, reprenons un attentat dans la gare Saint-Michel qui se passerait aujourd'hui dans le RER, vous allez avoir deux sortes aujourd'hui d'exercices journalistiques qui vont se faire. Ceux qui vont rester sur l'humain, il y a des dégâts, il faut dégager les routes, il faut que les ambulances puissent circuler, ainsi de suite. Et donc ça va être rendre l'information qu'on appelle service, voilà. Et il y aura l'information où il faut absolument, déjà avant même de savoir ce qui s'est passé, dire pourquoi ça s'est passé. Et, et ensuite, voilà, il faut désigner un coupable. Moi, j'ai vécu cette chose quand j'étais correspondant en Espagne 2 fois sur une catastrophe écologique qui était une marée noire, la marée noire du Prestige, et sur une catastrophe là, humaine qui était les attentats de Madrid, et où la première chose qui s'est passée, encore plus sur les attentats de Madrid que sur la catastrophe écologique du Prestige, c'était de savoir
qui était derrière. Voilà, la première question, personne ne s'est posé de questions sur combien de victimes, parce qu'il faut du temps et ainsi de suite. Les Basques étaient, parce que ça c'était de la communication, et c'était de la communication voulue par un gouvernement qui pointait du doigt les Basques sans le dire, mais enfin qui l'ont largement mis en scène. Et donc, tout le monde, hein, je peux vous dire, les dépêches d'agence, moi je les ai gardées un bon bout de temps parce que je commençais à bien connaître et le phénomène basque et ainsi de suite, en disant ça n'a ni l'odeur, c'est la pub de Canada Dry, ni la saveur, et ainsi de suite. C'est un peu difficile de le croire. Et toute la communication a été axée là-dessus. Et ramer à contre-courant là-dedans, c'est quasiment impossible. Même vis-à-vis de votre employeur, quand vous lui dites l'inverse d'une dépêche AFP, il faut que vous ayez une crédibilité bien assise, qui vous connaissent depuis très très longtemps, et que finalement l'envoyé spécial de BFM TV ou de ainsi de suite, soit un petit jeune, et là vous pouvez dire non, là on n'est peut-être pas tout à fait dans la même catégorie, je dis BFM, mais j'aurais pu dire n'importe quel média d'information continue, et qu'il y a un vrai problème derrière, effectivement, de positionnement, parce que c'est la communication, là c'était la communication d'un gouvernement, ça peut être la communication d'une entreprise, et ainsi de suite, va plus vite. Et les bons conseillers en communication qui forment les entreprises le savent très bien. Plus vous allez vite, plus vous verrouillez. Et le premier qui a parlé a effectivement raison. Alors on s'entraîne. C'est vrai qu'avec les autorités, j'ai amené moi des conventions. On passe, nous, service public, on a des conventions avec le ministère de l'Intérieur, avec les préfectures sur des grosses catastrophes liées à l'exercice, voilà, tout ce qui peut être l'exercice de protection civile. Une centrale nucléaire, AZF à Toulouse et ainsi de suite. Donc on s'entraîne, on se prépare à ça, et c'est vrai qu'il y a des préparations et que ça ne ressemble jamais à la réalité, bien évidemment. À Toulouse, on avait une convention avec la préfecture, tout était prévu en cas de catastrophe, rien ne s'est passé. Ensuite, la première chose qui est arrivée, c'était après le 11 septembre. Tout de suite, il y a un journaliste qui s'est cru autorisé à dire c'est un attentat, et puis alors ensuite, c'est même plus la peine d'essayer de faire quelque chose. C'était parti comme ça, même si les faits ont peut-être un peu démonté ça derrière. Et donc aujourd'hui, vous avez une profession qui est là pour informer, qui a du mal à le faire parce qu'on ne maîtrise pas le temps, on ne maîtrise pas la vitesse du temps, et l'intelligence humaine a beau être très vive, il y a un moment où on ne peut pas aller avant même l'information, et pourtant on nous demande de le faire. Donc vous avez... Et vous remarquerez quand vous regardez en cas de catastrophe qui sont les premiers sur place, qui arrivent après. Vous avez en général le reporter qui sort donc du service reportage, qui est en général un journaliste relativement jeune. Ensuite, vous avez le spécialiste qui sort d'un service un peu plus spécialisé, qui lui a un peu plus de bouteilles. Et puis ensuite, vous avez l'analyse qui vient derrière avec des experts qui arrivent toujours, experts qui sont à peu près toujours les mêmes sur tous les médias. Ça aussi, c'est une grosse interrogation. Pourquoi ? Parce que quand on a entendu sur un média un expert, ben on note son nom, on se dit tiens, lui il parle bien, ça va être vachement plus facile. Et puis on sait au moins qu'il peut être disponible, et on a récupéré son numéro de téléphone depuis longtemps. Et on retrouve à peu près toujours les mêmes interlocuteurs sur tous les sujets. Je ne vous parle pas des analystes politiques parce que là, c'est un cercle encore plus restreint. Mais, et en fait, on en arrive à se poser la question, voilà, de la frontière entre la communication et l'information, qui existe de moins en moins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on reprenait la grippe aviaire, il y a eu de la communication, il n'y a quasiment jamais eu d'information autour. Pourquoi ? Parce que c'est le gouvernement qui a donné le tempo, et que derrière, qu'est-ce que vous voulez aller oui, à longue échéance, contester ce que dit un ministre et tous ses services, mais c'est quand même vachement compliqué, et on n'a pas nécessairement les moyens dans les rédactions, dans des entreprises qui sont aussi des entreprises qui ont des budgets limités. J'en parlerai
un ancien patron de France Télévisions pourrait le dire, et à Radio France on peut le dire, mais c'est pire dans des entreprises commerciales. Avec des budgets limités, on n'a pas les moyens d'aller faire des enquêtes qui, immédiatement, à longue échéance, oui, parce que de toute façon, il y a toujours un moment où la vérité sort, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a intérêt derrière. On a parlé du canard enchaîné, comment on fait le canard enchaîné. Dans toute institution, il y a quelqu'un qui a toujours intérêt à vous dire quelque chose. Voilà, et c'est comme ça que tout sort, partout, dans toutes les institutions, même dans notre entreprise, pour dire du mal de notre propre entreprise. Il y aura toujours quelqu'un qui ira voir le canard enchaîné pour le faire, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a intérêt à ça. Et les journalistes se nourrissent aussi de ça, parce que la parole unique n'existe pas, quelle que soit l'institution qui est en cause. Il n'y a pas de parole unique. Aujourd'hui, donc, le journaliste face à l'événement, et alors ensuite le cadre décideur d'entreprise de presse. Aujourd'hui, je dirige une radio. On est obligé de se dire il faut aller vite, parce qu'on nous demande d'aller vite, parce que personne ne pourrait comprendre qu'on ne parle pas d'un événement qui survient. Rester prudent, c'est ce qu'on essaye de faire, mais sans maîtriser nécessairement l'horloge, sans parler du calendrier, parce que là, on parle plus en termes de minutes, de quart d'heure, de demi-heure, et dans le meilleur des cas, d'une heure, ce qui est merveilleux quand on a une heure pour travailler. Et ensuite, il faut arriver à rester honnête par rapport à son propre travail, dire je ne sais pas et j'ai pas les éléments pour répondre. Quand une dépêche de n'importe quel organe, agence de presse tombe, il faudrait quasiment la lire in extenso sans même la vérifier, ce qui devient très pénible, et que la règle des 3 sources concordante n'existe plus, a été bafouée depuis longtemps. On est descendu à 2, ce qui est resté raisonnable. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est quelqu'un dit quelque chose et on le reprend. Oui, ce sont les sources concordantes. Maintenant, il y a une source qui est concordante et qu'effectivement, c'est un problème. Et l'événement, ensuite, ça devient quelque chose de très émotionnel et le journaliste ne fait que relater une émotion, voire susciter une émotion, mais relater une émotion. Et les faits, ensuite, disparaissent quand même derrière le temps. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de temps pour les établir. Ensuite, on a tous été confrontés un jour aux témoins ou parfois avec un X, mais même au singulier, il y a toujours partout le témoin qui a tout vu, même s'il n'était pas là. Et en général, ce témoin-là, on vérifie très vite qu'il n'était pas sur les lieux assez vite. Et on se fait avoir une fois peut-être, la deuxième fois, on ne se fait plus avoir. Et puis, quand on fait bien son travail, on se dit un témoin, ça ne suffit pas. Si je n'ai pas 2 personnes qui me racontent la même chose, c'est extrêmement complexe. Et j'en parle d'autant plus à l'aise. Tout à l'heure, on parlait des accidents routiers et de la route. Moi, je dirige une radio qui parle beaucoup de bouchons, d'embouteillages. Ça n'a rien à voir. C'est une catastrophe naturelle quotidienne, on va dire. Mais et on a essayé de monter un réseau communautaire, comme Coyote l'a fait, mais nous, avec des usagers de la route. Question, est-ce que quelqu'un qui nous appelle pour dire il y a un accident à tel endroit est quelqu'un qui est digne de foi, ou est-ce que c'est quelqu'un qui veut dégager la route et dire aux autres ne passez surtout pas là, et puis pas par cet axe-là, parce que comme ça je serai plus tranquille. On peut se poser la question. Ensuite, quand on n'a que 10 personnes qui nous appellent, on se pose la question. Quand on en a quelques milliers, on se pose moins la question parce que l'un rectifie toujours l'autre. Si quelqu'un dit une chose erronée, il y a toujours quelqu'un qui vient rectifier derrière. Mais l'exercice est limite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur le témoin direct. Une personne qui est au volant de sa voiture, qui voit quelque chose, qui le relate, c'est un témoin direct, mais c'est un témoin unique. Et en fait, on ne peut valider qu'à partir du 2e, voire du 3e, c'est encore mieux. Mais déjà, le 2e, on l'admet, mais c'est extrêmement limite comme manière de faire. Cela dit, avec ça, on accélère le temps. Si on attend que le CRIR nous signale qu'il y a un accident, il faut en moyenne 25 minutes pour dire ça. 25 minutes quand vous êtes au volant de votre voiture, c'est un tout petit peu long. Et on raccourcit le temps aussi comme ça. Voilà, l'honnêteté de l'exercice revient à la même chose. Là, c'est moins grave, c'est du temps perdu, mais ça peut se transposer sur beaucoup d'autres choses à côté. Alors avec de grosses interrogations de tout le monde. Et c'est vrai que c'est une profession qui est en crise, entre guillemets, et depuis des années, qui a une défiance du public par rapport à ce que font les journalistes, qui ne sont pas les personnes les plus crédibles dans toutes les enquêtes d'opinion. Ensuite, ça dépend des organes dans lesquels ils sont.
et qu'il y a une vraie réflexion sur comment retrouver un peu d'assise, un peu de recul, et finalement retrouver un exercice un peu plus normal du métier. Alors avec Twitter, là maintenant je ne sais plus faire, parce que maintenant il n'y a même plus besoin, on ne bouge plus, on envoie quelque chose, et puis une fois que la mèche est allumée, c'est même plus la peine. Et comme tout le monde utilise Twitter et qu'on ne sait plus qui est journaliste, qui ne l'est pas, qui est témoin, qui ne l'est pas, qui commente quoi, et ainsi de suite, ça devient très très compliqué. Et donc face à un événement, le jour où il y a une crise majeure, je sais que pour nous le choix est fait. On va rester sur le factuel et je dirais et le service dans un premier temps. S'il y a un danger avéré pour une population, une frange de population, ça sera notre premier travail. Mais nous, c'est un choix, c'est-à-dire c'est un vrai choix d'entreprise, en sachant que chez nous, c'est beaucoup plus pratique parce qu'on a beaucoup d'organes. Si on prend France Info, peut faire quelque chose, France Inter peut faire autre chose, France Bleu peut faire autre chose, et le Move peut faire encore autre chose. C'est-à-dire que nous, on a aussi cette ouverture-là, mais il y a un vrai choix en disant on va rester plus sur le côté service d'abord, et ensuite l'analyse, on va la faire en temps utile. Voilà, on va essayer de faire ça, parce que c'est une réflexion à avoir, parce que le jour où il y aura une grosse catastrophe, on a beau s'être entraîné avec les centrales nucléaires, si Fukushima se produisait chez nous demain, je ne peux pas dire ce qui se passerait, parce que ça serait... voilà. Ensuite, si la communication est bien organisée et si nos trainings avec les centrales nucléaires sont bien faits, ce qui reste à prouver, peut-être qu'on sera meilleur, mais ensuite on sera confronté à quoi? On sera confronté à nos confrères qui seront aux portes, puisque nous on sera dedans nécessairement, puisqu'on a des accords, mais on sera confronté à ce qui se dit juste devant la grille, où il n'y a pas nécessairement les mêmes informations.